Bon, je vais commencer, puis peut-être que les derniers arriveront pendant que je parle. Donc bonjour à tous, merci d'être venus à nouveau si nombreux pour ce cycle de conférences. Je rappelle brièvement l'intérêt de ce cycle et l'objectif. En fait, dans le champ de la recherche, lorsqu'on effectue des travaux, on les publie en général dans des revues en anglais et les informations mettent beaucoup de temps à revenir vers la France en langue française et à être ensuite utilisées sur le terrain. Donc l'objectif de ce cycle de conférences, qui était financé par l'Institut Santé publique France, était de permettre aux chercheurs de communiquer plus directement avec le grand public et pour que ces informations puissent inspirer et modifier parfois des pratiques qui sont proposées. Donc on essaye de faire intervenir des spécialistes de questions et de nouvelles approches qui sont proposées aujourd'hui afin que vous puissiez avoir ces informations et avoir accès à ces connaissances et aussi aux recherches qui sont faites ici sur le site Grenoble, Chambéry, enfin sur la région en tout cas, pour que vous puissiez savoir qui sont les chercheurs qui travaillent dans ces champs et éventuellement échanger avec eux. Donc aujourd'hui, on accueille Charlie Quingy. On est très heureux de pouvoir l'accueillir. Il est un des précurseurs des approches fondées sur la recherche en France au niveau de la psychothérapie. Donc il est thérapeute cognitivo-comportementaliste et il a vraiment participé à la diffusion et à la formation de nouvelles approches en France et en particulier du travail autour de la cohérence cardiaque. Donc c'est ce dont il va vous parler aujourd'hui. Et puis ensuite, nous accueillerons Sonia Pellissier, donc, qui est directrice adjointe du laboratoire interuniversitaire de psychologie. Elle est sur le site de l'Université Savoie-Mont-Blanc et elle travaille donc dans le domaine de la recherche sur la cohérence cardiaque notamment. Et donc, elle vous présentera une étude dans ce champ. Donc, dès que tout le monde sera assis, je donnerai la parole à Charlie Quingy. Et donc, à la suite de ces deux présentations, vous aurez un temps de questions-réponses avec les deux intervenants. Et puis, on pourra poursuivre aussi les échanges par la suite autour d'un thé ou d'un café. Est-ce que tout le monde a réussi à trouver une place ? Je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de revoir Rebecca et puis vous tous. On va commencer par les travaux pratiques, si vous voulez, et puis après, la théorie. Donc là, j'ai besoin d'un volontaire qui a envie de montrer son cœur à tout le monde. Alors, j'ai choisi le volontaire parce que j'ai remarqué que c'est beaucoup mieux quand on choisit les volontaires. Oui, mettez-vous là. Vous me prêtez une oreille ? Il faut juste enlever votre boucle, sans l'oublier quand vous partez, parce que j'ai toute une collection de boucles maintenant. Donc ça, c'est un logiciel qui mesure la variabilité cardiaque. Je vous expliquerai assez en détail ce que c'est. Là, c'est les battements cardiaques en bas. Donc le cœur bat, c'est une assez bonne nouvelle. Il bat à 100, c'est parce qu'elle est un peu stressée. C'est comment votre prénom ? Oui, montrer son cœur à tout le monde, comme ça, c'est... Et elle est très stressée parce qu'elle est toute rouge. Alors, on va aller sur les parties intéressantes. Donc là, vous voyez, en haut, la courbe d'en haut, c'est la courbe qui montre la variabilité cardiaque. C'est la façon dont varie la distance entre deux battements cardiaques qui varie tout le temps. Alors l'avantage de cette mesure, c'est qu'elle est simple, pas très coûteuse à faire, et c'est une très bonne image, une très bonne vidéo en temps réel du fonctionnement du système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, il est impliqué à peu près dans tout ce qui fonctionne dans le corps, depuis la pousse des cheveux jusqu'à la pousse des ongles en bas et tous les intermédiaires. Donc, ça nous permet de voir où en est le fonctionnement du système nerveux autonome. Donc, c'est une bonne évaluation de l'état
de stress de quelqu'un par rapport à l'activité sympathique et parasympathique. Je vous expliquer ce que ça veut dire. Donc là, vous voyez que la variété cardiaque, ça varie tout le temps. Hein. La fréquence cardiaque instantanée, donc là, notre collègue, elle est nettement moins stressée hein, au fur et à mesure, parce qu'elle s'habitue. OK. Et puis, vous voyez que ça varie tout le temps. Alors, on va faire un petit exercice. On va faire une crise de calme. Hein, ensemble. D'accord. Donc, vous avez vu, ça varie très, très vite. Hein. Voilà. Après, quand ça monte très, très haut, l'étape après, c'est le malaise vagal. Ça retombe d'un coup. Alors, vous allez faire comme moi. Je focalise mon attention sur la respiration. Au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Je m'écoute respirer simplement, comme j'en ai envie. Super. Quand vous le souhaitez, vous relâchez l'air comme un ballon qui se dégonfle, sans effort. Je reprends un tout petit peu d'air que je garde dans les poumons. Et je relâche l'air sans effort. Après, je respire comme j'en ai envie. Donc, vous voyez, avec ce simple exercice respiratoire, vous avez une régularisation de la variété cardiaque et une petite la fréquence cardiaque diminue un petit peu. Ça va, c'est clair. Puis vous voyez que ça a tendance à se maintenir. On va en refaire une deuxième. Je relâche l'air comme un ballon qui se dégonfle. Je reprends un petit peu d'air que je garde dans les poumons. Et je relâche sans effort. Je respire comme j'en ai envie. Simplement, je m'écoute bien respirer au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Là, c'est parfait. Donc, vous voyez, la courbe se régularise. D'accord ? Avec au début une petite manœuvre vagale. Ça va, c'est clair ? Oui, ça va assez vite. Puis ça donne un feedback immédiat sur ce qui se passe au niveau des exercices qu'on fait, quels que soient les exercices. Alors, dessous, vous avez un graphique qui est une transformée de Fourier, en fait, sur lesquels on sait que quand les gens sont plutôt dans cette zone bleue-là, ça freine pas assez. Le parasympathique freine pas assez. Comme le cerveau ou le corps est organisé sur une accélération constamment contrôlée, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Par exemple, un cœur qui battrait normalement, il battrait à 120 ou 130. Pour qu'il batte à 70, il faut qu'il y ait un ralentisseur qui est le parasympathique qui freine. Donc, en gros, le corps humain, le corps de tous les animaux d'ailleurs, fonctionne en accélération constamment ralentie. Donc le frein est quelque chose d'extrêmement actif. Parce que pour eux, dans la nature, pour sauver sa vie, il vaut mieux relâcher le frein pour démarrer très vite. Et là, c'est des fibres myélinisées, donc à conduction rapide, alors que les fibres sympathiques, elles sont non myélitiques à conduction lente. Déjà, pour activer le sympathique, il faut déjà une demi-seconde. Donc c'est très très long. Et il faut environ 30 secondes pour que ça atteigne le maximum. Donc ça fait un peu voiture diesel d'ancienne génération qui va démarrer. Si jamais on a une souris avec un chat, ça y est, on est morte. Tandis que là, à partir du moment où je relâche le frein, ça démarre très vite. Et si j'ai besoin de plus d'accélération, à ce moment-là, je recrute plus de sympathique. Ça va, c'est clair ? Donc voilà, en gros, comment ça se fait. Donc ce logiciel mesure l'activité parasympathique, c'est essentiellement qui est une activité rapide. Donc quand les gens sont avec des branches, avec des zones bleues, là, dans la zone bleue, on sait que ça ne freine pas assez, donc on est dans un fonctionnement plutôt sympathique. Là, on est dans un fonctionnement plutôt en cohérence entre l'activité sympathique et parasympathique, en simplifiant les choses à l'extrême. Et là, on est dans un fonctionnement plutôt de ralentissement très sympathique.
C'est très parasympathique, c'est-à-dire qu'en gros, quand les gens rentrent en sommeil, ils rentrent souvent par là. Là, vous êtes déjà un petit peu en sommeil, c'est curieux ça. Vous n'avez pas mangé pourtant. Ah, c'est ça. Voilà, ça c'est un petit exemple de comment on utilise. Alors l'intérêt des logiciels, c'est qu'il ne faut pas choisir n'importe lesquels. Il faut choisir les logiciels quand on fait de la science. Hein. Alors ça c'est un programme, ça fait partie d'un programme de gestion du stress général. D'ailleurs, c'est le programme de gestion du stress, ça fait partie intégrante du programme de gestion du stress des pilotes de l'air de l'armée française. C'est Marion Trousselard et moi qui l'avons monté ensemble. Et c'est toujours utilisé. Hein, on utilise, oui, toujours utilisé. Beaucoup. J'ai jamais vu autant de généraux de ma vie. J'ai l'impression vraiment d'être dans une constellation à certains moments. Des étoiles partout. Moi qui n'ai jamais fait l'armée, ça m'a fait un choc. Donc, là, vous voyez, de temps en temps, il y a des petits pics, là, comme ça. Oui, c'est ça. Alors, ça donne une bonne idée de l'utilisation de ce type de logiciel. Mais pourquoi ce logiciel? Parce que je m'éparpille un peu là. C'est simplement qu'on peut récupérer les données après pour les traiter dans un autre logiciel qui est délivré gratuitement par l'université de Kuopio en Finlande, qui s'appelle HRV Analysis. Je vous donnerai toutes les références pour télécharger. Et là, à ce moment-là, on peut faire des calculs. Sinon, il y a plein de logiciels, mais on ne peut pas récupérer les données. Alors, c'est embêtant. Si on ne peut pas récupérer les données pour les traiter après. Alors, si on fait que de la clinique, à la limite, tant pis, mais c'est dommage de faire de la clinique sans pouvoir récupérer les données pour les donner à des chercheurs après. Ce qui est quand même assez intéressant. Ça va? C'est assez clair? Alors maintenant, on va passer à la théorie. Merci beaucoup. Vous avez un joli cœur. Voilà. Super. C'est l'inverse qu'il faut faire. Sinon, ouais, je pense que ça marche. Voilà, ça devrait marcher là. Quand les gens travaillent à ma place, je suis toujours très content, moi. Je pense que dans la vie, il faut beaucoup se reposer. Comme je suis essentiellement un clinicien, en général, je fais beaucoup travailler les patients. Voilà. Et le petit cœur qui bat. Aucun conflit d'intérêt, même pas un centime. Alors, la variabilité cardiaque, c'est mesuré à partir de l'enregistrement de la fréquence cardiaque. C'est une très bonne méthode d'évaluation de l'état de fonctionnement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome participe largement à l'activation de l'état de stress et de l'état de relaxation générale. Vous savez, pendant longtemps, avec Cannon, on disait il y a la fuite et le combat. Et avec Herbert Benson, qui l'a remplacé d'ailleurs à Harvard, laboratoire de recherche sur le stress, qui est un cardiologue, il a décrit la réponse générale de relaxation, qu'on appelle depuis réponse générale de relaxation de Benson, comme un mode d'activation extrêmement archaïque. C'est-à-dire, tout animal dans la nature a besoin aussi de savoir se relaxer. La cellule a déjà besoin de savoir se relaxer. Okay. Et si on revient sur le cœur, ben le cœur aussi, s'il n'y a pas de diastole, c'est-à-dire de relâchement, mais il n'y a plus de systole et on est mort. Donc, c'est important. La phase de relâchement est extrêmement importante, mais la phase de relâchement n'est pas du tout une phase inactive. C'est une phase beaucoup plus active que l'activation. C'est-à-dire qu'il faut stimuler le frein pour ralentir. Ça va, c'est clair? Alors, Claude Bernard avait, je m'excuse, je n'ai pas traduit,
Mais en gros, Claude Bernard avait... ça, c'est une phrase de Charles Darwin, qui visiblement connaissait bien Claude Bernard. C'est comme ça que je l'ai appris en lisant les... Je vous conseille de lire. Et il n'a pas pris une ride, ce livre. Les expressions des émotions chez l'homme et l'animal. Donc, il cite déjà Claude Bernard, qui insistait sur l'intérêt du système nerveux vague, donc le système nerveux autonome maintenant, hein, et qui insistait sur le fait qu'il y avait déjà une relation assez étroite entre le fonctionnement du cœur et le fonctionnement du système nerveux autonome, donc entre cœur et cerveau. C'est des gens assez géniaux quand même, hein, parce qu'ils n'avaient rien pour réfléchir. Darwin, il n'avait rien. Moi, je me demande comment il a fait pour écrire tant de choses qui sont si validées après par la suite. Et Claude Bernard aussi. La méthode expérimentale de Claude Bernard, c'est toujours quelque chose qui est utilisé dans tous les laboratoires du monde, maintenant. Alors, le fonctionnement du cœur et du cerveau sont intégrés dans l'activité globale du corps. Deux systèmes principaux interviennent en interconnexion, le système nerveux autonome, la voie hormonale. Le cœur ne fonctionne pas de manière autonome, il est en connexion permanente avec l'ensemble du corps, particulièrement le système nerveux. Le rythme cardiaque est régulé. Cette régulation est en grande partie le fait du système nerveux autonome, lequel freine ou accélère le cœur en fonction des besoins de l'organisme. Tout ça est assez simplifié, hein. Alors comment ça marche? Le système nerveux autonome règle dans le corps toutes les fonctions automatiques, rythme cardiaque, digestion, accommodation visuelle, pousse des cheveux, etc. Ce système comprend deux parties fonctionnant de manière coordonnée, sympathique qui accélère presque toutes les fonctions, et parasympathique qui ralentit presque toutes les fonctions. Le système nerveux sympathique est toujours actif, il fonctionne en tâche de fond. Sa stimulation est lente, 1 demi-seconde pour le démarrage, 30 secondes pour l'activation. Le système nerveux parasympathique régule l'activité sympathique, sa stimulation est rapide. Il stimule aussi directement le fonctionnement du cœur, parce qu'il fonctionne à plusieurs étages. À mon avis, le plus à jour, c'est la théorie polyvagale de Porges, que je vous conseille de lire. C'est quelqu'un qui a travaillé que sur le système nerveux autonome. Le corps fonctionne en accélération sympathique constante à action lente et durable, régulée par l'action parasympathique rapide et variable. Par exemple, l'activité spontanée du cœur non régulée de 120 à 130 battements par minute au repos. L'action parasympathique ramène cette activité à la fréquence habituellement constatée, environ 70 battements par minute. En cas de besoin, dans un premier temps, le système nerveux parasympathique relâche son action et dans un second temps, la stimulation du système nerveux sympathique intervient pour une meilleure adaptation à l'effort. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans le stress, la synergie de fonctionnement entre système sympathique et parasympathique est perturbée et devient irrégulière. Cela se traduit en enregistrement par une variation irrégulière de la distance entre deux battements cardiaques et la courbe est dite incohérente. Les méthodes que nous allons utiliser rétablissent une bonne cohérence cardiaque. D'accord ? Alors, le système nerveux sympathique, lui, il accélère presque toutes les fonctions organiques, en gros, sauf le tube digestif qui ralentit. Et le parasympathique, lui, il ralentit à peu près tout, sauf le tube digestif qui l'accélère. C'est pour ça que quand vous êtes en digestion, eh bien, vous êtes à moitié somnolent, mais le tube digestif, il fonctionne à plein tube. D'accord ? Donc, ça correspond à une forte dépense d'énergie, à de la fatigue, le ralentissement de presque toutes les fonctions organiques, faible dépense d'énergie et récupération. D'accord ? Dans le stress, cette synergie est perturbée. Le système actif, c'est plutôt celui-là. L'autre aussi, il est actif, mais en tâche de fond. C'est un système lent. Là, c'est un système rapide. C'est là où on peut agir. On agit pratiquement que sur le parasympathique avec nos exercices. L'indice de réalité cardiaque, c'est la façon dont varie la distance entre deux battements cardiaques. Vous voyez, 70, 76, 83. Là. Cette variation est exactement corrélée au fonctionnement du système nerveux autonome. L'indice de réalité de fréquence cardiaque est calculé à partir de cette variation continuelle de l'espace RR. Donc, ce n'est pas la fréquence cardiaque, c'est la façon dont varie la distance entre deux battements cardiaques. Ce n'est pas la même chose du tout. La fréquence cardiaque est un mauvais indicateur.
de l'état du fonctionnement du système nerveux autonome. La variabilité de la fréquence cardiaque est un très bon indicateur, particulièrement de l'équilibre entre l'action parasympathique et de l'action sympathique. Donc là, on a la fréquence cardiaque, je vous ai montré, la transformée de Fourier instantanée, très basse fréquence cardiaque, donc on s'est tous mis d'accord au niveau du monde entier dans les laboratoires, on appelle very low fréquence, très basse fréquence, quand c'est inférieur ou égal à 0,04 Hz. Les basses fréquences, ces valeurs LF, comprises entre 0,04 et 0,15 Hz, qui correspondent à un bon équilibre la plupart du temps. Et les hautes fréquences, c'est au-dessus de 0,15 Hz. Donc plus on va sur les basses fréquences, plus on est dans l'activation du système nerveux sympathique, c'est-à-dire dans l'accélération, c'est-à-dire dans le stress. Plus on va là, plus on est dans l'activation du parasympathique. Si vous glissez vraiment beaucoup, faites un malaise vagal. Malaise vagal, ça veut dire que le système parasympathique fonctionne à plein tube. La fréquence cardiaque tombe au-dessous de 30. D'accord ? Et au-dessous de 30 à 25, on tombe dans les pommes pour sauver sa vie. Qui fait partie des réactions archaïques de défense d'un animal dans la nature. Dans le stress, soit c'est la fuite, soit c'est le combat, d'accord ? Soit on est paralysé de manière tonique et on se confond avec le paysage, d'accord ? Soit on tombe dans les pommes parce qu'il n'y a plus rien il vaut mieux plus être là. Et c'est surtout un mécanisme d'économie de l'énergie. Par exemple, la seule phobie dans laquelle il y a une diminution de la fréquence cardiaque, c'est la phobie du sang. Et là, on en a eu plein. Nous, on a plein de médecins en traitement parce que les gens s'inscrivent en chirurgie, en médecine, parce que c'est les mieux classés qui s'inscrivent en chirurgie, quoi qu'ils sont en train de beaucoup de changer en ce moment. Mais ils ont oublié leur phobie du sang. Donc après, c'est embêtant. Alors, ils tombent dans les pommes au bloc. Paf ! C'est pas une blague. Hein. Donc, c'est les chirurgiens qui, en général, n'aiment pas les psychiatres, courent voir un psychiatre à ce moment-là. Et en plus, ils viennent voir un pédopsychiatre, parce que moi, je suis pédopsychiatre, donc ça les fait revivre leur enfance, finalement. Bon, il ne faut pas que je m'éparpille, comme d'habitude. Donc, la transformée de Fourier, vous voyez, c'est cette façon dont on voit la courbe. Là, on voit que la personne a un pic qui est important, qui est évalué en millisecondes au carré. C'est une transformée de Fourier, c'est-à-dire le traitement du signal qui est en haut. Hein ? Toi, tu es un spécialiste de la transformée de Fourier. Oui. Donc, on a... Et puis, là, il est haute fréquence. La personne, donc là, est plutôt dans un état de calme qui correspond à une courbe relativement régulière. Donc, ça nous fait un feedback immédiat. On sait tout de suite où en sont les gens. Et vous avez vu que ça varie très vite. Hein. Sympathique et pas assez parasympathique, avant. Et puis là, donc, on a un bon équilibre sympathique et parasympathique. Donc ça et ça correspond à là et là. Avec des accélérations brutales, une espèce de mouvement de balancier. C'est une métaphore, hein, le mouvement de balancier. Il semble que c'est un peu comme dans un équilibre pof-pof. Si je veux quand même vous montrer ça, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. La science est chiante par définition. Donc vous voyez, ça c'est le HRV, l'enregistrement de la variation de la pression de la tension artérielle, le rythme respiratoire, et puis vous voyez que tout se régularise en même temps. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes courbes, hein, de manière assez intéressante. Ça, c'est des images qui viennent de HeartMath. Hein. J'avais été chez eux, discuter pendant au moins une semaine. Donc là, vous avez la fréquence cardiaque et puis l'enregistrement à électroencéphalogramme dans la zone CZ, dans la onde CZ. Vous voyez que c'est exactement la même courbe que vous retrouvez sur la transformée de Fourier. Donc c'est une bonne mesure de l'état de fonctionnement de tous les cycles dans le corps. Pas cher en plus. Pas besoin de mettre des électrodes partout. Alors les indications, les méthodes d'entraînement à la cohérence cardiaque peuvent être largement intégrées au processus de soins dès que le stress et l'émotivité jouent un rôle important, c'est-à-dire en gros très souvent. Si on prend le modèle stresseur-vulnérabilité,
Donc les stresseurs, oui, j'aime bien cette photo, c'est sur le stress parce que ça fait les mâchoires qui souvent une pression et puis la lutte. Donc ça, c'est les stresseurs, puis la vulnérabilité, c'est le stress. Donc stresseur, le stress, c'est une espèce de produit entre le stresseur et la vulnérabilité. L'indication des méthodes d'entraînement à la cohérence cardiaque est posée par l'analyse fonctionnelle. Je ne peux pas vous détailler exactement ce que c'est, mais en gros, on va mettre en évidence l'importance des facteurs émotionnels dans le stress. Parce que là, c'est des méthodes sur lesquelles on va agir essentiellement sur la fabrication de l'émotivité. D'accord ? Les émotions et les sentiments, c'est pas pareil. Hein ? C'est pas les mêmes zones du cerveau. D'accord ? L'affectif, c'est déjà une dimension cognitive complexe. Il faut déjà avoir la représentation de la personne qui est en face pour faire de l'affectif, même si c'est son petit chien ou son petit chat. Okay. Les émotions, eux, c'est basique. Hein. Par exemple, une tortue normale, qui est un reptile, elle est capable d'émotions, elle est capable de peur. Bouh, rentre dans sa carapace. D'accord ? Elle est capable de colère. Si vous rentrez dans son territoire à salade, elle devient méchante, elle défend ses salades. D'accord ? Elle est capable de douleur, on tape suffisamment fort, elle a mal. D'accord ? On peut mesurer ça dans le cerveau, il y a les zones spécifiques pour ça, enfin, on regarde comment ça marche. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire ? De dégoût aussi, c'est les émotions primaires déjà décrites par Darwin. Hein. Capable de dégoût, un animal de la nature, vous lui faites manger quelque chose qui le rend malade, il ne le remange plus jamais après. Il a des réactions de vomissement. D'accord ? Elle est capable de calme. D'accord ? Elle est capable de calme. Parce que même les lézards lézardent. OK. C'est une économie d'énergie, parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. Hein. Quand il n'y a plus rien à bouffer, on économise son énergie. Et puis elle est capable de joie, donc ça c'est le système récompense. Alors je ne sais pas quelle est la joie chez une tortue au niveau de la mimique faciale, mais elle a un système récompense, donc ça doit marcher dans le cerveau. OK ? Par contre, cette tortue n'est pas capable d'affectif. Si vous tombez amoureux, évitez les tortues, ça ne va pas être réciproque. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous pensez que votre tortue vous aime, ça s'appelle une projection. D'accord ? Et avec les crocodiles, c'est pareil, mais il faut être un peu plus méfiant. Mais les émotions, elle est capable de les avoir. Et on voit à quoi ça sert. C'est le première interface entre le monde extérieur et quelque chose d'intérieur qui sert à la préservation de l'individu, voire à la préservation de l'espèce à un autre niveau. Mise en évidence des avantages à augmenter le calme, à diminuer le stress et la réactivité émotionnelle pour améliorer un processus thérapeutique. Mise en évidence des avantages à augmenter le calme, à diminuer le stress pour améliorer la performance et la qualité de vie. Alors là, on a quasiment des méta-analyses là-dessus. Hein. Le stress, c'est pas bon pour la santé. Mais vraiment, c'est pas bon. Hein. D'accord ? C'est même très mauvais. C'est-à-dire même quelqu'un qui se casse une dent, qui se casse une jambe et qui est stressé, la jambe met beaucoup plus de temps à récupérer s'il est stressé. D'accord ? La prolifération de métastases dans les cancers est beaucoup plus importante si on est stressé que si on ne l'est pas. On n'a jamais pu démontrer que le stress fabriquait du cancer, mais par contre, on a pu démontrer largement que ça fabriquait la prolifération métastatique. Toutes les pathologies sont aggravées par le stress, sans exception. Mais en plus, c'est très mauvais pour la performance. Et les études ont montré clairement que la meilleure manière de ne pas être performant, c'est d'être très stressé. D'accord. Alors les méthodes qu'on va employer, il s'agit d'un entraînement systématique et quotidien. Et les choses qu'on doit apprendre, on les apprend en les faisant. Ça, c'est Aristote. C'est quand même pas mal, 360 ans avant Jésus-Christ. Hein. Il ne savait même pas où était le cerveau, Aristote. Hein. On pensait que c'était dans le cœur, ou les gens qui pensaient même que c'était dans les pieds qu'on réfléchissait à l'époque. Sans quoi, ils n'avaient peut-être pas tort. Finalement, on est des cerveaux sur pattes. Avec une pratique informelle et une pratique formelle. Alors, la pratique informelle, c'est des petits exercices tous les jours, surtout sans prendre le temps de les faire, en faisant autre chose. Par exemple, si on prend les exemples de la relaxation, si on entraîne quelqu'un à la relaxation différentielle, mettons qu'on entraîne une secrétaire ou quelqu'un qui tape sur un ordinateur et qu'on regarde de manière ergonomique comment elle tape sur l'ordinateur, si elle fait comme ça, on se dit qu'il y a beaucoup trop de choses qui travaillent. Donc on la relaxe et on lui laisse travailler que ce qui doit être utile. On appelle ça la relaxation différentielle.
Donc il y a des méthodes spécifiques à peu près dans toutes les méthodes de relaxation qui sont toutes efficaces. Hein. Le travail d'Herbert Benson a montré qu'à peu près toutes les méthodes sont efficaces s'il y a toujours les mêmes 3 ingrédients que je vous détaillerai tout à l'heure si j'ai le temps. Donc à ce moment-là, ça c'est une pratique informelle. Les petits exercices de crise de calme comme on a fait tout à l'heure, c'est des pratiques informelles. Un petit exercice de pleine conscience rapide, c'est une pratique informelle. On ne prend pas un temps spécial, on le faisait en faisant autre chose. D'ailleurs, dans l'entraînement pour la gestion du stress, moi, je commence jamais par des grands programmes de 8 semaines de méditation, de relaxation, parce que les gens, ils les font, mais après, ils font plus. Donc, je commence par une pratique informelle, parce que à ce moment-là, on crée chez les personnes une nouvelle habitude. D'accord ? Ça commence à se procédurer assez rapidement, d'ailleurs. 6 mois, c'est complètement bon dans la mémoire procédurale, mais ça commence à se procédurer, qui est que si on ne le fait pas, ça va nous manquer. Donc, les gens le font. Ça prend pas de temps. Ça se heurte à beaucoup moins de résistance et de réactance du style j'ai pas le temps, j'ai perdu du temps, j'ai autre chose à faire, je révise mes cours, etc. Donc on commence par une pratique informelle régulière. Quand la pratique informelle marche bien, les gens eux-mêmes disent et alors maintenant qu'est-ce que je fais ? Parce que les gens stressés sont toujours très pressés. Hein. Ils n'ont pas compris le dicton de ma grand-mère. C'est il faut pas tirer sur les carottes pour les faire pousser plus vite, ça les arrache. Hein ? Ça, c'est ma grand-mère qui n'a jamais vu que des vaches. Comme quoi, les vaches, hein, c'est des fois mieux que les étudiants. OK ? Donc, comme ils sont toujours très pressés, comptez sur eux pour être pressés. Donc, à un moment, ils vont me demander, alors maintenant, je vais faire de la pratique formelle. Et puis moi, je lui dis, bon, on va attendre encore un peu. Ça les énerve. Je lui dis, là, vous êtes en train de stresser, vous devriez faire une petite crise de calme. Alors la pratique formelle, elle, c'est une pratique avec des exercices plus longs pour lesquels on prend un temps spécial pour ça. On prend un temps spécial. Bon, si on suit vraiment les travaux les plus établis là-dessus, c'est ceux de Herbert Benson à Harvard, qui a décrit donc la réponse de relaxation. Donc lui, il a mis au point un petit exercice. Il a démontré qu'en gros, tous les exercices fonctionnaient bien s'il y avait 3 ingrédients dedans. Le premier ingrédient, c'est d'avoir un temps suffisant. Donc, comme il est cardiologue, c'est 12 à 16 minutes. C'est comme ça. Les cardiologues, c'est des gens spéciaux. D'accord ? Ils sont très précis. Ils ont des cohortes de 20 000 patients sur 20 ans. Il n'y a qu'eux qui ont ça. D'accord ? Ok ? C'est impressionnant, un cardiologue. Hein ? D'accord ? C'est-à-dire, on ne peut rien lui dire sans qu'il nous dise, oui, quelles sont les études ? Est-ce qu'il y a une méta-analyse ? Est-ce que... J'ai beaucoup appris avec eux. Du coup, je dis beaucoup moins de conneries. Donc, selon Benson, cardiologue à Harvard, d'accord ? Premièrement, un temps suffisant. Deuxièmement, c'est bien d'avoir l'esprit ouvert. Alors, l'esprit ouvert, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'apprends à tout prendre. C'est de la pleine conscience. D'accord ? C'est-à-dire que si jamais une idée vient, je ne la chasse pas, je l'accueille. Si j'ai une douleur, si il y a un bruit, je ne chasse pas, je l'accueille. Pour éviter ce qu'on appelle le phénomène de l'ours blanc. Vous connaissez le phénomène de l'ours blanc ? C'est si je vous dis arrêtez de penser à un ours blanc, vous n'allez pas arrêter d'y penser. D'accord ? Plus on essaye de repousser quelque chose, plus ça revient. Donc on va travailler sur le phénomène de l'ours blanc, mais en sens inverse. C'est-à-dire on accueille tout. D'ailleurs, si jamais je vous dis fermez bien les yeux et pensez fortement à un ours blanc et concentrez-vous bien dessus, vous allez voir qu'il va changer. 7 personnes sur 10, l'ours il va devenir beige, il va commencer à courir sur la banquise, il va disparaître, mais il ne va pas rester tel quel. Donc, la pleine conscience, c'est j'accueille tout ce que... Je vois beaucoup de gens qui font de la méditation, je me demande comment ils font, parce qu'il y a les formules, c'est on accueille... Moi, ça fait 40 ans que je fais de la méditation. On est dans un système de pensée qui est... On laisse passer les pensées comme un nuage. Alors ça, j'ai jamais compris comment il fallait faire. Vous rattrapez les nuages, vous les gardez bien, et puis vous voyez ce qu'ils deviennent. C'est ça la pleine conscience. Ça va, c'est clair ? Donc, et le troisième critère, c'est avoir une petite phrase répétitive qu'on répète mentalement, qui sert à restructurer la mémoire de travail, qui est cette mémoire dans laquelle on peut avoir que 7 informations en même temps. Dans notre équipe, on travaille énormément avec les neuropsychologues, parce que je m'occupe beaucoup d'autisme, de choses comme ça. Donc, on sait comment fonctionne la mémoire de travail, et il n'y a que 7 informations dedans.
Donc il ne s'agit pas de saturer la mémoire de travail, parce que ça c'est autre chose, mais simplement de lui apprendre à dispatcher ses ressources de manière différente en fonction de ce qu'on fait. Alors quand on a une petite phrase répétitive, moi quand j'avais commencé à faire de la méditation il y a 40 ans à peu près, c'était la méditation transcendantale qui était à la mode. Parce que le milieu médical est très soumis au phénomène de mode. Donc à cette époque-là, c'était la méditation transcendantale. Donc on faisait 3 fois 20 minutes par jour avec un mantra qu'on recevait et puis qu'on répétait précieusement dans sa tête. D'accord ? Et ça marche avec n'importe quoi. J'ouvre une boîte de conserve, j'ouvre une boîte de conserve, j'ouvre une boîte de conserve, ça marche aussi bien. D'accord ? Le printemps arrive, ça marche aussi bien. Ok ? Je me suis entraîné à un moment avec un poème de Jules Bocarn, que j'aime beaucoup, qui a l'avantage vraiment de saturer beaucoup la mémoire de travail, en tout cas de la rééduquer fortement. C'est « Il attend plus qu'on ne sait plus dans quel pays il a le plus plu, mais au surplus, il eut moins plus, a mu plus plus. » Là, vous êtes sûr que vous êtes bon pour la mémoire de travail. Mais simplement, il attend plus, ça suffit. Il attend plus, plus il attend dans un sens ou dans l'autre. Ça va ? Donc s'il y a ces 3 ingrédients, ça fonctionne bien. Donc si on a un petit moment, je vous ferai faire un exercice de Benson tous ensemble. Pratique informelle, pratique formelle. Et ça régularise la variété cardiaque de manière incroyable, persistante et au-delà de la volonté. C'est-à-dire ce qui est intéressant entre la pratique formelle et la pratique informelle dans un programme de gestion du stress, c'est que tout ça se déclenche automatiquement. C'est-à-dire qu'à un moment, le moment où le cerveau, le corps commence à percevoir qu'il y a une activation du système nerveux autonome dans le sens de l'accélération, mais à ce moment-là, c'est bien qu'il y ait un pilote automatique nouveau qui dit, bon, maintenant, premièrement, tu te calmes, deuxièmement, tu te calmes, troisièmement, sauf qu'on n'a pas besoin de te le dire. C'est ça qu'on appelle faire des crises de calme. Alors, si vous entraînez, la bonne nouvelle, c'est que ça marche toujours. Toujours. Il n'y a jamais d'échec. C'est rare, en médecine. Pour pas que ça marche pas, il faudrait que vous n'ayez pas de système nerveux autonome. À ce moment-là, si vous n'avez pas de, je sais pas quoi, c'est que vous êtes mort, mais vous êtes un peu distrait, vous n'êtes pas rendu compte. D'accord ? Donc, ça marche toujours. D'accord ? Ok ? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut être très con. Les gens intelligents ont beaucoup de mal parce qu'ils cherchent toujours à comprendre. Comprendre tout, à couper les cheveux en 4, en 8, en 24, etc. Le type me dit, oui, mais est-ce que si je dis, respire. Il dit, oui, mais quand même, là, respire. Tu fais quoi, toi ? Moi, prof de philo. Oui, ben c'est très, très bien. Continue comme ça, mais respire. D'accord ? Ok, donc c'est pour ça qu'avec les cardiologues, on a moins de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très, très cons. Ok ? Donc voilà, ça c'est la pratique. Si on a une pratique formelle et informelle, ça marche bien. Alors si on est au niveau du processus, on considère qu'une personne stressée souffre d'un TGV émotionnel et dispose de freins de bicyclette pour arrêter le train. Donc ça, je vous donnerai les références. La première étape consiste à entraîner les freins de TGV. Donc on va utiliser beaucoup des manœuvres vagales, des exercices de neutralisation et de crise de calme. Donc là, je vais vous entraîner tout de suite. C'est un peu l'exercice qu'on a fait là. Vous pouvez prendre votre pouls pour ceux qui ne craignent pas, parce que souvent dans l'anxiété, les gens n'aiment pas trop prendre leur pouls. Tous ces trucs qui se passent dans le corps. Okay. Mais si vous avez un cœur, vous avez des viscères gluants. Simplement pour vérifier, si vous n'avez pas le matériel, que vous avez bien un ralentissement de la fréquence cardiaque, ce qu'on appelle un effet chronotrope négatif, et une diminution de la force contractile du myocarde, ce qu'on appelle l'effet inotrope négatif. Donc on fait ensemble. Je relâche l'air comme un ballon qui se dégonfle. Je reprends un petit peu d'air que je garde dans les poumons. Je laisse bien les échanges gazeux se faire. Et je relâche l'air sans effort. Après, je respire comme j'en ai envie. Vous n'avez pas le droit d'en faire 2 d'affilée. On ne fait qu'un à la fois. Okay. Qui est-ce qui a déjà le ralentissement dans la salle ? Levez le doigt. Voilà, si on continue 10 minutes, tout le monde l'aura, mais je n'aurai pas le temps. C'est impossible de ne pas l'avoir. Je vous ai dit, si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas de système nerveux autonome. Okay. Donc il suffit de s'entraîner. Il y a un tour de poumon à trouver. Comme il y a un tour de truc pour la mayonnaise, quand vous l'avez, vous avez votre ralentissement, vous avez un ralentisseur.
Dans le stress, chez les gens anxieux, par exemple chez quelqu'un qui souffre d'un trouble anxieux généralisé, se relaxer, c'est une vue de l'esprit. Hein. Il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Hein. Lâcher prise, vous vous rendez compte? C'est pas possible. Par contre, ralentir, il peut. Donc il peut appuyer sur le bouton ralentisseur parce que ça, c'est une expérience de contrôle. Dans l'anxiété, la crainte principale, c'est de perdre le contrôle. Donc si jamais on appuie sans arrêt sur le... on gagne du contrôle. Ça va, c'est clair? Donc là, on apprend à ralentir. Quand vous avez fait votre manœuvre vagale, après simplement, vous focalisez sur la respiration telle qu'elle est. Ne cherchez pas à contrôler votre respiration, vous vous écoutez respirer. D'accord? Faites un peu de préfrontal pour regarder ce qui se passe. Simplement d'écouter se respirer, l'observation, déjà régularise la fréquence cardiaque et la variété cardiaque. D'accord? Et la troisième étape, la crise de calme, c'est je cherche simplement à laisser s'installer une respiration confortable. Je m'écoute respirer, je laisse s'installer une respiration confortable pour moi. Sur 3-4 respirations. Ça va, ça vous paraît clair? On le fait tous ensemble, on fait les 3. Premièrement, je relâche l'air comme un ballon qui se dégonfle. Je reprends un petit peu d'air que je garde dans les poumons. Je relâche l'air. Je m'écoute respirer au niveau de la poitrine. L'air qui entre et l'air qui sort. Et je laisse s'installer une respiration confortable. C'est fini! Non, parce qu'après, vous allez vous relaxer. Alors là, c'est intéressant de faire ces exercices très brefs toute la journée. Hein, surtout sans faire un truc spécial. Les gens se font souvent un pense-bête, donc une croix sur la main. Il y a une dame d'ailleurs qui a écrit une bande dessinée sur la psychothérapie avec moi qui s'appelle Chute libre. Elle s'appelle Caroline Capodano, j'ai le droit d'en parler, puisqu'elle parle tout le temps de moi. Et elle s'était fait tatouer une croix sur la main, j'en demande pas tant, moi. Donc à chaque fois qu'on voit la croix, on fait l'exercice. J'ai le droit de tout faire, mais après avoir fait mon exercice, j'envahis ma journée, ça marche à la quantité. Je vous ai dit qu'il faut être très con. Hein. Plus on en fait, plus ça marche. Et après, vous créez une nouvelle routine, une nouvelle procédure en langage neurobiologique. Ça va, c'est clair? Alors ça, c'est la pratique informelle. Une pratique formelle, et puis on terminera là-dessus, parce que je pense que j'ai fini mes 40 minutes, là. Hein. Une pratique informelle, c'est la manœuvre de Benson. Donc on va faire... Il me reste combien de temps, dis-moi? 5 minutes. On va faire un Benson rapide. Il ne va pas être content, hein, parce que lui, il dit 12 à 16 minutes. Hein. Enfin, ça vous permet de voir comment ça fonctionne pour la pratique formelle. Parce que pratique formelle, la pratique informelle va devenir de plus en plus efficace. La pratique informelle va devenir une pratique formelle, va encourager la pratique formelle. D'accord? OK. On va faire Benson. Premièrement, je m'installe confortablement, en pleine conscience, n'importe où. Il n'y a pas besoin de posture spéciale, comme en méditation. Vous installez comme vous voulez. Simplement en pleine conscience de l'état de mon corps. Des sensations pénibles ou agréables, telles qu'elles sont. Des zones de contact de mon corps avec le fauteuil, avec le sol. De ma présence ici et maintenant dans cette pièce. Je dirige mon attention vers la respiration au niveau du ventre. L'air qui entre et l'air qui sort.
observant avec curiosité l'effet de la respiration sur mon corps. J'élargis la respiration à l'ensemble du corps du mieux que je peux. Je laisse installer à l'intérieur de mon esprit une petite phrase. Il pleut beaucoup. Que je répète mentalement, syllabe par syllabe. Il pleut beaucoup. Dans un sens ou dans l'autre. Pleut beaucoup, il. Au fur et à mesure de chaque respiration. Toute autre pensée qui surviendrait ou image, sensation, émotion est la bienvenue. Son extérieur, que ce soit agréable ou désagréable, tel que c'est. Tout en revenant dans le même temps vers la respiration au niveau du ventre et ma petite phrase. Il pleut beaucoup. Quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez sortir de votre exercice. Pleine conscience de l'état de votre corps. Des sensations pénibles ou agréables, telles qu'elles sont. De votre présence dans la pièce. De la présence des autres. Des yeux qui s'ouvrent. Vous avez des questions sur l'exercice de Benson ? Oui. Ça sert simplement par rapport à la mémoire de travail, qui est la mémoire dans laquelle on peut avoir que 7 informations en même temps. Et la mémoire de travail va être complètement envahie par le souci, donc il va y avoir une série de pensées répétitives. Et quand vous saturez un peu votre mémoire de travail, un peu, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, un neurobiologiste hurlerait d'horreur en m'entendant, c'est simplement que ça permet une réadaptation de la mémoire de travail. Donc il faut les 3. Alors les méditations à la mode maintenant, c'est la méditation vipassana en pleine conscience, et on oublie la répétition. Avant, on faisait beaucoup de méditation transcendantale, qui était beaucoup plus à la mode quand j'étais jeune et beau. Bon, mais j'ai remarqué que même les gens utilisent bien ça. Même Christophe, il fait bien des répétitions mentales comme ça. Oui. Non.
Non, non, il faut vous endormir en pleine conscience, c'est tout. Tout est le bienvenu, parce que ce qui est l'intérêt, c'est d'apprendre à contrôler par le préfrontal, là-bas en haut. Le préfrontal, c'est prendre pleinement conscience de ce qui se passe. C'est fabriquer un petit auto-observateur. Donc si vous endormez en pleine conscience. Dans les groupes, souvent, les gens me disent « mais j'ai dormi en pleine conscience, je me suis entendu ronfler. » Oui. Si vous voulez, vous êtes loin. Attendez, je vais vous le passer. Mais là, vous êtes dans les exercices de Benson. Hein. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que si vous faites simplement une crise de calme ou toute autre pratique informelle qui vous convient, il y en a des tas. Hein. Quand j'avais écrit mon bouquin sur la relaxation avec Serge Limousin, on s'était réparti l'entraînement à peu près à toutes les méthodes qui existaient. Il y en avait tellement qu'on n'a même pas pu toutes les faire. Donc, on s'est aperçu que déjà à l'époque, que à peu près toutes les méthodes utilisaient à peu près les mêmes ingrédients, à peu près dans le même ordre. Donc, on s'était dit avec Serge, on va faire une super publication. Et on s'est aperçu que Benson avait fait ça avant nous, donc ça nous a beaucoup soulagés. Donc, je ne sais pas où j'en étais, mais en gros, globalement, vous faites votre exercice régulièrement, pratique formelle, pratique informelle. Celui-là, il fonctionne pratiquement chez tout le monde. C'est très rare d'avoir un échec. Donc, si jamais vous êtes thérapeute, médecin, etc., il vaut bien vous entraîner à plusieurs méthodes, parce qu'il vaut mieux, quand vous faites les exercices, il faut les faire avec le même exercice. Il faut les faire en même temps que les patients. Mais si c'est pour vous, faites que ça marche. Donc, Oui, j'ai une question parce qu'on travaille avec des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Donc on a justement développé des programmes de gestion du stress autour justement de la relaxation, restructuration cognitive, les TCC. Et on a voulu montrer la variabilité cardiaque entre avant et après l'intervention. Sauf que là, on commence à regarder les données. Et évidemment, comme ce sont des patients avec des troubles cardiovasculaires, on a des données un peu aberrantes avec des chiffres extrêmement élevés. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà travaillé avec cette population. Oui, et comment est-ce qu'on peut réguler ça du coup au niveau du traitement des données? Il y a une équipe qui travaille là-dessus, vous devriez prendre contact avec eux. C'est à Rumilly, le service de soins de suite cardio. Ils sont tous formés à ça, ils ont l'habitude. Donc ça fait partie intégrante du programme de gestion du stress, reprise de l'activité, modification alimentaire, ce que personne n'avait jamais à faire d'ailleurs avec les patients. Et puis la gestion du stress, ça se passe pas trop mal. Alors pour les enregistrements, je terminerai là-dessus. Pour les enregistrements, quand on fait des enregistrements à court terme, on voit tout de suite. Mais si on fait des enregistrements continus sur 24 ou 48 heures, ce que moi j'ai fait assez souvent, je continue les exercices jusqu'à ce que la courbe se rétablisse pendant le sommeil paradoxal. Ça va? Je n'ai pas eu le temps de réfléchir et de publier là-dessus, mais en gros, quand c'est bien rétabli dans le sommeil paradoxal, après ça marche tout seul. D'accord? Merci. Oui. On fait au moins une pratique formelle par jour et des pratiques informelles, et notamment pour des problèmes d'hypertension. Alors Benson, lui, il a travaillé sur l'hypertension artérielle. Donc c'était son but. Hein. Donc oui, il faut faire une pratique formelle par jour au minimum, mais plus on en fait, mieux c'est. Hein. Si en faites plus, c'est bien. Et la pratique informelle tous les jours. Sur 8 semaines, vous modifiez jusqu'à l'épigénétique dans les travaux de Benson. C'est-à-dire la façon dont on traite, dont le génome est transcrit. Est-ce que vous pouvez placer le micro, s'il vous plaît? Est-ce que ça peut être une thérapie pour l'arythmie? Les gens malades d'arythmie. Oui, il n'y a pas de contre-indication. Hein. Ouais. Non, mais ça... vous pensez que ça peut... Ah ben moi on est stressé, moi on a des troubles du rythme, hein, ça c'est sûr. Mais si jamais vous avez des troubles du rythme qui sont physiologiques, ça peut pas faire de mal, mais ça va pas guérir. Hein. Non, pas guérir, mais tempérer. Ou... Ben, ça va tempérer toute la variable qui est liée au stress. D'accord. Moi j'avais une question par rapport à votre première diapositive là, qui indiquait les différents rythmes cardiaques. Et, enfin, c'était pas, quand vous en avez parlé en tout cas. Et en fait, vous parlez de contrôle pour ceux qui ont un rythme très lent, mais en fait, on a tous des rythmes différents, non? Des rythmes respiratoires et cardiaques. Ceux qui font beaucoup de sport d'endurance, par exemple, ont des rythmes assez lents en général. Oui, d'ailleurs. Est-ce que c'est dû à un contrôle, ça Oui, d'abord, il y a la génétique. Il y a des gens qui ont un rythme. Puis après, il y a l'entraînement. Les gens qui font beaucoup de sport de résistance, oui, ils ont une fréquence cardiaque qui tombe, bien sûr. Ok. Et ça ne demande pas, du coup, un contrôle C'est un entraînement quand même.
Oui. C'est que de l'entraînement. Je vous ai dit, il faut être très bête. Là, vous êtes déjà en train de réfléchir en haut. Méfiez-vous. Voilà, je crois que je vais arrêter là parce que y a ma collègue qui doit faire une communication et c'est sûrement plus intéressant que tout ce que je vous ai dit. Merci beaucoup à Charlie. Et donc, je précise qu'il est auteur de nombreux ouvrages, dont un spécifique sur la cohérence cardiaque et puis beaucoup d'autres donc sur le stress, sur l'alliance thérapeutique. Et je laisse la parole à Sonia Pellissier. Merci Rebecca, merci pour cette invitation. Alors c'est très difficile de passer après Charlie Koenji parce que je suis beaucoup moins drôle que lui, hein, je vous préviens tout de suite. Et puis du coup, je ne sais pas, mais pour reprendre ses propos, ça peut être aussi très chiant. Bon, donc... Rebecca m'avait demandé de présenter des travaux que j'avais réalisés sur en utilisant des techniques qui donc se rapprochent de la cohérence cardiaque, sachant que moi je travaille sur le système parasympathique et le nerf vague depuis de très très nombreuses années, et naturellement en travaillant sur ce système, on est amené à s'intéresser aux techniques qui peuvent influencer l'activité de ce système parasympathique. Et lorsque les logiciels de cohérence cardiaque de HeartMath ont commencé à envahir le marché français, dans les années 2000, immédiatement l'intérêt a été pour moi majeur de connaître ces techniques pour moduler comme outil de modulation du système nerveux parasympathique. Au départ, ça n'était absolument pas pour moi la priorité d'utiliser cet outil comme outil thérapeutique ou outil de promotion de la santé ou du bien-être. C'était un outil pour aller manipuler et regarder l'activité de ce système parasympathique. Et puis petit à petit, bien sûr, on en vient à son intérêt dans la gestion du stress et des émotions. Alors, dans le cadre de notre laboratoire, on a une doctorante, Delphine Trabert, que j'ai dirigée avec ma collègue Emmanuelle de Barbanchon, qui est aujourd'hui à l'université d'Aix-Marseille et qui était chez nous il y a quelque temps. La question qui s'était posée, c'est comment est-ce qu'on peut la question du stress, du trouble de stress post-traumatique, et la question de est-il possible de le prévenir ? Puisque nous, on travaille dans un laboratoire, et notamment il y a une équipe dans le laboratoire qui est l'équipe prévention. Donc, il nous faut faire de la prévention. Est-ce qu'on peut prévenir ? Donc là, c'était un challenge. On a commencé cette thèse en disant, on va voir ce qu'on peut faire. Et il y avait une deuxième problématique qui était de faire de la prévention primaire. Donc ça, c'était encore plus difficile. Donc, aller regarder les facteurs ou les variables précoces qui peuvent influencer et précipiter vers le stress post-traumatique. Chez des professionnels qui étaient demandeurs de pouvoir avoir un regard là-dessus, des professionnels de la montagne, et notamment des secouristes ou des professionnels de la montagne amenés à devoir secourir des personnes formées pour, mais pas forcément en premier lieu. Par exemple, les guides de haute montagne, bon, c'est avant tout des guides, ils pratiquent la montagne, mais ils sont formés au secourisme, mais parfois ils sont exposés. Quand je dis parfois, souvent, enfin ça arrive, ils sont exposés aux accidents, aux événements potentiellement traumatiques, et du coup eux aussi peuvent développer ce trouble de stress post-traumatique. Donc on est parti, on est parti de ce questionnement, et on sait à partir, merci, c'est super, merci. On sait, issu des travaux de la bibliographie, des travaux de la littérature,
que le risque de développer un trouble de stress post-traumatique augmente avec le nombre d'expositions. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur parmi d'autres qui est assez déterminant. Et notamment les populations donc de professionnels à risque sont dans le cadre de leur pratique professionnelle sont très exposés aux événements potentiellement traumatiques, puisque ils sont quand on prend la définition récente issue de la Bible, des définitions des troubles, eh bien, le DSM-5 dit qu'il faut être exposé à la mort ou à la menace de mort en tant que victime ou en tant que témoin. Or, dans ces professions, ils sont exposés en tant que témoins, même s'ils sont préparés pour. Ils peuvent être exposés en tant que victimes. Et là où c'est le plus difficile pour eux, c'est quand ils sont témoins d'une victime qui est leur collègue, de leur propre corps. Et ça devient très difficile. Et quand on regarde, on a étudié le taux de prévalence de ce trouble de stress post-traumatique dans cette population, selon la littérature et les modalités de recueil de ce trouble. Le taux de prévalence varie entre 8 et 32%. Nous, on est plutôt sur la fourchette haute, la valeur haute, sur la population des professionnels à risque de Savoie-Haute-Savoie. Bien plus élevé que dans la population générale, dont le taux de prévalence se situe autour de 2%, je crois, 2 à 3%. Donc, à partir de là, on s'est posé la question, on est parti de la base, on est allé regarder ce qui se passe dans la réaction de stress, notamment en situation de stress aigu. Alors bien sûr, il faut distinguer le stress chronique du stress aigu, mais dans une réaction de stress déjà aiguë, on a plusieurs phases. Lorsqu'on est exposé à un événement, on a une phase très rapide que Charlie a très bien exposée de retrait vagal, permettant au rythme cardiaque de s'accélérer et de rapidement mobiliser l'énergie pour faire face, laissant le temps au système sympathique et la place au système sympathique également de déployer son action dans cette phase d'alarme, qui est une phase extrêmement coûteuse sur le plan énergétique et qui, par la suite, pour faire face à l'événement, s'il perdure, laisser également la place au système corticotrope qui va permettre de résister, c'est-à-dire de faire face jusqu'à la fin de l'événement. Et lorsque l'événement est terminé, que tout s'est bien passé et que du coup le stress a été bien surmonté, on a affaire à un stress plutôt adaptatif. Là, on assiste à une période de récupération qui doit être qui est très importante en réalité. On verra pourquoi. Cette période de récupération qui permet... Voilà, donc là on a les deux systèmes, c'est très bien, je ne reviens pas dessus, système sympathique, parasympathique. Donc le système parasympathique est désengagé très, très vite, le système sympathique prend le relais, mais au moment de la récupération, le système parasympathique va se réengager par un phénomène de rebond vagal, de réactivation vagale, permettant la restructuration, la reconstitution des réserves énergétiques déployées, dépensées et pendant l'effort, pendant l'événement. Donc ça permet de restituer la dette en énergie et notamment ça permet également le retour de l'homéostasie. Donc là on rejoint les travaux précités. Donc, dans cette récupération, il s'avère que l'activation du frein et le retour du frein, qu'on peut désigner comme étant la flexibilité vagale, est primordiale pour permettre une récupération rapide. Or, chez les professionnels dont je vous ai parlé, ils sont exposés de manière répétée.
à ces événements et les conditions de travail ne permettent pas toujours une bonne récupération, notamment quand il s'agit d'aides de garde, 24 heures de garde, la nuit, le sommeil qui peut être perturbé avec des cauchemars éventuellement. Donc la récupération peut être compromise. Et on sait que quand la récupération est compromise, cela crée une espèce d'usure physiologique, qu'on appelle une charge allostatique, une usure physiologique qui va faire le lit petit à petit, avec le temps, d'une vulnérabilité à développer quelque chose de plus grave que pour la santé. Ça peut être une perturbation de la santé, une pathologie qui apparaît, ou ça peut être le déploiement, l'apparition d'un trouble de stress post-traumatique à l'occasion d'un événement particulier. Et donc, la réflexion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que cette phase de récupération, et notamment la flexibilité vagale, toujours en réfléchissant à la prévention primaire, donc agir sur des mécanismes précoces, les plus précoces possibles, de la vulnérabilité, on s'est dit peut-être que la flexibilité vagale, c'est une bonne cible de prévention primaire, permettant ou facilitant la récupération. Évidemment, ça n'est pas la seule, hein, ça peut être une cible parmi d'autres. Alors, fort de tout cela, on a étudié un petit peu la littérature dans le domaine, et donc on a essayé d'identifier les facteurs de risque et de protection de ce trouble de stress post-traumatique dans la littérature, et de recenser les actions de prévention. Il n'y en a pas beaucoup, mais surtout des actions de prise en charge efficaces et leur processus. Et il s'avère que la plupart des actions qu'on a qualifiées d'actions classiques ciblent des facteurs psychosociaux, tels que la stigmatisation, par exemple, du TSPT, surtout dans ces professions où il y a 100% d'hommes, quasiment. Nous, dans notre échantillon, on n'a que des hommes, où c'est difficile de partager sa détresse émotionnelle avec ses pairs, ou avec un psychologue ou le médecin du travail, parce que ça peut compromettre la mission professionnelle en elle-même. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font que le TSPT est stigmatisé, et on sait que le soutien social dans ce cadre-là est très important. Donc donc il y a beaucoup d'actions qui travaillent sur ces facteurs-là, sur des facteurs psychologiques en termes de régulation émotionnelle, améliorer la régulation émotionnelle, faciliter l'identification de ses émotions, de celles d'autrui, éviter la contagion émotionnelle ou la rupture. Enfin, voilà, il y a tout un tas de travail sur le contrôle attentionnel également. Et par ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le trouble de stress post-traumatique, au niveau physiologique, il s'avère que l'activité du nerf vague est effondrée. Donc le système parasympathique est déjà mis à mal quand le trouble de stress post-traumatique est là. Et lorsque nous avons commencé nos travaux, une publication intéressante a montré que la mesure de la variabilité du rythme cardiaque chez des militaires avant le déploiement en opération extérieure s'avère être un prédicteur du développement de stress post-traumatique après le déploiement, au retour d'opérations extérieures. Donc ça a apporté un élément supplémentaire à notre idée, où on s'est dit, et si on proposait, en termes de prévention primaire, une action classique, donc en se basant sur ce qui existe déjà et qui fonctionne en termes de prise en charge, partir de cette action classique pour faire une action classique augmentée, comme la réalité augmentée, voilà, l'homme augmenté, c'est très à la mode, ou physiologiquement facilité, là aussi c'est des termes à la mode, hein. Maintenant en psychologie on parle de psychologie pharmacologiquement facilitée ou inversement. Là on s'est dit pourquoi pas augmenter ce qui existe déjà, avec du biofeedback centré sur le renforcement de la variabilité cardiaque pour renforcer la flexibilité vagale. Donc, je ne vous réexplique pas ce que Charlie vous a très bien expliqué. Simplement, dans
la variabilité du rythme cardiaque, on peut extraire plusieurs types de marqueurs selon la façon dont on réalise les mesures. Donc on peut notamment avoir une notion de cette amplitude de la sinusoïde qui va nous donner une indication sur le tonus, le niveau de force avec lequel le système parasympathique va freiner le cœur, le rythme cardiaque. Donc ça, on peut avoir des mesures de tonus, mais on peut aussi avoir des mesures de flexibilité vagale, où là, on va non pas regarder des mesures en situation statique, on va regarder comment le nerf vague se retire et se réengage lorsque en situation de challenge. Donc, idéalement en situation de stress. Bon, là, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait en situation de stress. On est allé simplement faire la modification posturale et on est allé regarder comment le nerf vague, à quel point il pouvait se désengager au passage de la position assis-debout et se réengager au passage de la position debout-assis. Ça nous a donné une petite indication à ce niveau-là. L'étude que l'on a réalisée était une étude qui avait pour objectif de faire un petit peu preuve de concept. Est-ce que si on applique un entraînement classique augmenté, physiologiquement facilité par du biofeedback, centré sur le renforcement de l'amplitude de la variabilité cardiaque, est-ce que ça peut aider à augmenter la flexibilité du nerf vague chez ces professionnels, avec l'idée de pouvoir généraliser cette preuve de concept à plusieurs populations professionnelles. Donc au total, participant à l'étude, on a eu 108 professionnels de la montagne, que des hommes, âgés d'environ 38 ans, de la protection civile, les urgentistes élytreuillés, chasseurs alpins, des guides de haute montagne, des pompiers, donc différentes populations. Pour lesquels on a fait différentes mesures à des temps différents sur avant la formation classique ou la formation augmentée, et puis des mesures à 1 mois et à 6 mois. La question était, est-ce qu'un entraînement de biofeedback permet d'améliorer la flexibilité vagale avec une contrainte forte qui est la situation la faisabilité en situation écologique, c'est-à-dire qu'on a cherché à implanter cela dans le cadre de leur profession au quotidien. Donc ça, c'était déjà un élément important, une contrainte. Et donc dans le cadre professionnel. Et on a comparé 2 formations qui leur sont dispensées dans le cadre de leur activité. La formation classique, qui vise les facteurs psychosociaux, et la formation classique, plus le biofeedback. On n'en a pas remplacé une par l'autre, on a juste augmenté celle qui existe déjà. Alors vous voyez déjà que nos professionnels sont pas très cons, parce que comme disait, je reprends ce qui a été dit, on est parti de 101 professionnels et à 1 mois, on a une perte expérimentale qui n'est pas négligeable. À 1 mois, on en a plus de 43. Donc ça fait partie, ça a été très intéressant pour nous de constater cela parce que ça nous pousse à améliorer un petit peu la prise en charge pour éviter cette perte expérimentale. Donc là, c'est comment on a fait. Donc on a fait remplir toute une série de questionnaires qui balayent un petit peu tous les facteurs, toutes les variables émotionnelles, de stratégie d'adaptation, intensité de la symptomatologie du TSPT, etc. Et la mesure de la flexibilité vagale. Alors, le résultat majeur, pour faire vite, quand on passe en situation, ici, vous avez la variabilité, la variation du nerf vague, de l'activité du nerf vague, en passage assis-debout, puis debout, retour debout-assis. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut voir ? En clair, en gris clair, vous avez la formation classique augmentée. En gris foncé,
la formation classique. Ici, vous avez les mesures de retrait vagal et de rebond vagal avant la formation. Ici, la mesure de retrait vagal un mois après. Un mois après, on voit que avec la formation augmentée, le retrait vagal est plus important. C'est-à-dire que quand il s'agit de s'engager, le nerf vague va se désactiver beaucoup plus rapidement, permettant la mobilisation adéquate d'énergie. Et ensuite, à un mois, ici, le rebond vagal, c'est-à-dire quand le challenge est terminé, la contrainte est terminée, le retour à l'équilibre, eh bien, le nerf vague s'active beaucoup plus avec un retour plus rapide à l'homéostasie. Ces résultats, on l'a de manière significative à un mois, on le perd à 6 mois. Je discuterai ça si on a un petit peu de temps après. Donc, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ensuite, on est allé explorer cette formation augmentée sur les variables psychologiques, en centrant notre intérêt sur l'état émotionnel, la flexibilité du coping et l'intensité de la symptomatologie pour ceux qui avaient déjà une symptomatologie un petit peu problématique. Et je vais tout mettre, ça sera plus simple. Sur ces marqueurs sur ces variables psychologiques, on n'a pas d'effet. Les deux formations sont équivalentes. En revanche, là où on a noté un effet différencié des formations, c'est sur la perception de la capacité à faire face. C'est-à-dire qu'on a posé des questions très précises à ces professionnels. Quand vous êtes en situation précise de secours ou quand vous êtes dans telle ou telle situation, comment percevez-vous vos propres capacités à faire face? Et là, ceux qui ont pratiqué la formation augmentée ont de meilleurs scores. Ils augmentent leur oui, la perception, leur méta, une espèce de méta perception sur leur capacité à faire face à la situation stressante. Donc finalement, pour conclure, l'avantage de la formation classique physiologiquement facilitée, c'est bien de toucher ces prédicteurs de vulnérabilité et avec l'entraînement, enfin le biofeedback centré sur la variabilité cardiaque, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On rend la récupération, les capacités de récupération meilleures, on augmente la flexibilité de ce nerf vague. C'est ce que ne fait pas une formation classique simple. Ensuite, c'est dépendant de l'entraînement. Lâcher la régularité de l'entraînement fait perdre, en tout cas sur ce court, parce que là c'est quand même du court terme, hein, 1 mois, même 6 mois, ça reste du court terme, on perd du bénéfice. Hein. Donc il faut perdurer, continuer. Et pour conclure, la question qui nous a été posée au départ, est-ce qu'on peut prévenir de façon primaire le stress post-traumatique? C'est possible en agissant sur des prédicteurs de vulnérabilité, des prédicteurs qui sont forcément silencieux. Donc la flexibilité vagale paraît être un indicateur, en tout cas intéressant. Pour travailler sur ces prédicteurs et ces facteurs de risque silencieux dans le cadre d'une prise en charge biopsychosociale de ce trouble. C'est là où il nous paraît être plus pertinent de travailler. Et en recherche interventionnelle, ce qui reste dans la poursuite de ces travaux, c'est sur le long terme, travailler sur la symptomatologie, la comorbidité, le suivi sur le long terme avec des techniques de ce genre et améliorer l'action avec une meilleure implémentation sur le moyen et le long cours et puis adapter malgré tout la formation aux spécificités professionnelles. Voilà.